Donc, ça me fait plaisir d'inaugurer cette deuxième journée du colloque en territoire traditionnel Kanien'kehá:ka. Ma communication d'aujourd'hui va porter sur un roman en particulier, donc il n'y aura pas beaucoup de théorie, puisque, bon, hier, je suis rentré à l'hôtel, j'ai coupé toute cette partie-là, mais on pourra y revenir dans la période de questions si c'est nécessaire, mais je pense qu'on a beaucoup glosé là, sur Nooning hier, donc j'ai enlevé tout ça. La question de la fiabilité narrative est intéressante non seulement d'un point de vue narratologique, comme on l'a vu surtout dans la journée d'hier, mais aussi dans une perspective lectorale. Kathleen Wall, dès sa relecture de Wayne C. Booth en 1994, suggère d'ailleurs que les théories élaborées par les premières narratologues à s'intéresser à la question des narrations non fiables ont fait l'impasse sur le rôle de la lectrice dans l'appréhension des textes problématiques. Et Ansgar Nooning le signale d'ailleurs en ces mots, je cite dans une traduction libre, « Il ne s'agit pas uniquement d'un acte descriptif innocent, mais bien plutôt d'un jugement de valeur teinté de la subjectivité de la critique, ou d'une projection gouvernée par ses présupposés et ses convictions morales que l'on ignore habituellement. » Donc, la non-fiabilité est donc une hypothèse de lecture avec tout ce qu'un tel processus interprétatif implique de décision de la part de la lectrice d'un texte. En effet, l'évaluation de la fiabilité et de la crédibilité d'une situation narrative, d'une posture de narration ou d'une scénographie énonciative doit être réalisée à partir d'un point de vue et d'une posture, ceux de la personne qui lit le texte et qui y superpose sa vision du monde. Pour Nooning, l'identification d'une narration non fiable repose entre autres sur les modèles culturels et les cadres de référence conceptuels qui se trouvent dans l'esprit de la lectrice, dont voici une énumération non exhaustive. On aurait l'expérience que la lectrice a de la réalité, la vraisemblance empirique sur la base de la référentialité du texte au soi-disant « monde réel », entre guillemets, les théories psychologiques de la personnalité, les standards culturels, les standards moraux et éthiques, et finalement, la littérature. En effet, l'identification d'une narration non fiable ne repose pas uniquement sur la cohérence interne de l'acte de narration ou sur les valeurs qu'on veut bien prêter au texte. Ça dépend également, écrit Nooning, du type de monde présenté par le texte, des conventions littéraires et des modèles fournis par le genre auquel le texte appartient. Une narratrice considérée comme non fiable en termes psychologiques ou réalistes peut sembler plutôt fiable si le texte appartient au genre science-fictionnel. Et considérant cette définition de la narration non fiable qui est donnée par Nooning dans ses différents articles, il apparaît à mon sens que la narratrice dans le réalisme magique ne serait pas non fiable, principalement parce que sa perspective n'est pas en contradiction avec celle véhiculée par le texte. En effet, il n'y a généralement pas dans le réalisme magique cette distanciation que Nooning attribue comme effet aux narrations non fiables. Les stratégies narratives déployées dans un texte réaliste magique travaillent contre la distanciation, à travers la résolution de l'antinomie sémantique entre le naturel et le surnaturel. Et pour parler de réalisme magique, je fais référence surtout à un ouvrage paru en 1985 de Amaryl Beatrice Chanady, qui est professeur à l'Université de Montréal, et qui définit le réalisme magique en tant que mode narratif de la fiction et balise de cette manière-là une manière de raconter qui se manifeste dans la narration des textes. Faire une histoire courte, il y a 3 critères pour déterminer si une fiction est réaliste magique. D'abord, le surnaturel dans le texte n'est pas présenté comme problématique, au contraire du fantastique. Ensuite, le conflit de sens habituel pour le lecteur, donc entre naturel et surnaturel, est résolu dans la fiction. Et finalement, il n'y a pas de jugement par rapport à la véracité des événements dans la fiction. Les 2 niveaux de réalité, c'est-à-dire le naturel et le surnaturel, ne sont pas hiérarchisés par la narration. Donc la lectrice qui se trouve face à un tel texte, un texte qui est somme toute réaliste, mais dans lequel des éléments de surnaturel non problématisés font leurs apparitions, donc une telle lectrice se trouve face à 2 possibilités. 2 hypothèses interprétatives qui agissent comme autant de lectures possibles de l'œuvre. D'une part, elle peut choisir de considérer le texte comme réaliste et donc de déterminer que sa narratrice est non fiable. D'autre part, elle peut choisir de considérer le texte comme réaliste magique, donc opérer une lecture réaliste magique du texte et considérer de cette manière que sa narratrice est fiable et que la question de son autorité ou de sa capacité à raconter ne se pose pas. Les 2 postures sont possibles pour appréhender un même texte, c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui avec un exemple probant, mais il va de soi que chacune de ces 2 postures-là mène à une interprétation différente et récuse l'interprétation qui lui est opposée.
Donc, la posture de lecture réaliste magique qui m'intéresse suppose que la lectrice accepte ce qui est raconté sans remettre en question la présence non problématisée de surnaturel dans un récit à tendance réaliste. Le surnaturel apparaît donc comme factuel et ces occurrences ne sont pas considérées comme autant d'indices de la folie ou de la non-fiabilité de la narration. On revient donc à Nuning, encore une fois, qui écrit, et je cite en traduction, qu'il serait plus adéquat de conceptualiser la narration non fiable comme une projection de la lectrice qui tente de résoudre les ambiguïtés et les incohérences du texte en les attribuant à la faillibilité de la narratrice. Donc, le processus cognitif de la lecture réaliste magique est différent du processus cognitif de la lecture non fiable. Au lieu de proposer que la narratrice soit non fiable, non digne de confiance, et de résoudre de cette manière les incohérences du récit, la lectrice qui choisit d'opérer une lecture réaliste magique accorde plutôt une autorité maximale à la narratrice en considérant son discours comme vrai dans le monde de fiction qui est mis en place par le texte. Et cette stratégie résout à son tour, mais d'une manière différente, les mêmes incohérences du récit. Donc, la différence majeure entre les deux postures réside dans le mouvement qui est opéré par la lectrice sur le texte. Dans un des cas, elle va naturaliser le surnaturel ou les invraisemblances en les attribuant à la non-fiabilité de l'instance narrative. Dans l'autre cas, elle résout les mêmes apories du texte en considérant que le naturel et le surnaturel font partie du même univers de fiction et sont présentés sur un même pied. Donc, on pourrait avancer que l'autorité de cette instance narratrice réaliste magique, qui serait autrement non fiable, provient de l'autrice implicite, qui ne réagit pas aux propos incohérents tenus par la narratrice. Et c'est ce que Chanadi et d'autres théoriciens à sa suite vont appeler la réticence octoriale, qui est un élément important de la narration réaliste magique. C'est-à-dire que l'autrice implicite délègue une autorité maximale à la narratrice et sa non-intervention dans le texte rend cette dernière maîtresse de ce qu'elle raconte. Le roman Le ciel de Bay City de Catherine Mavrakakis, paru en 2008, fournit un exemple intéressant, je pense, de ce mouvement lectoral tout juste décrit. On pourrait parler de Un an de Jean Schnoz, on pourrait parler du tambour de Günter Grass aussi, mais j'ai choisi aujourd'hui de me consacrer à un seul exemple pour pouvoir le faire avec un peu plus de profondeur. Donc, l'analyse que je propose aujourd'hui va nous permettre de comparer les deux hypothèses interprétatives, d'une part celle de la narratrice non fiable et d'autre part celle de la lecture réaliste magique. Et je vais essayer d'en arriver à montrer que si on opère sur un roman une lecture réaliste magique, la question de la fiabilité de la narratrice ne tient plus la route et vice-versa. Les deux stratégies interprétatives sont possibles. Je ne vais pas proposer qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. Elles s'appuient toutes les deux sur des éléments tirés du texte, donc ce qui est la base de l'analyse, évidemment, mais elles permettent chacune de faire sens d'une intrigue aporistique, mais de manière complètement incompatible. On ne peut pas supporter les deux lectures en même temps. Donc, je vous mets en contexte rapidement le roman pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu. Donc, le roman Le ciel de Bay City raconte l'histoire d'Amy qui habite avec sa mère et la famille de sa tante dans une maison de tôle au bout de Veronica Lane à Bay City au Michigan. Donc, un jour, Amy découvre ses grands-parents maternels qui sont morts à Auschwitz dans le cagibi de la cave. Ils se cachent dans ce cagibi-là pour se soustraire au monde du dehors qu'ils ne connaissent pas et qui leur font peur. Et Amy, en ouvrant la porte du cagibi, ne s'étonne pas de voir ses grands-parents vivants 34 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle décide plutôt de leur montrer les alentours, de leur faire découvrir l'Amérique et de les faire sortir un peu de la cave. Il faut dire qu'Amy est un personnage obsédé par la fin du monde et elle est soucieuse aussi de permettre à ses grands-parents de trouver leur dernier repos. Elle est hantée par le passé, par un passé qu'on a voulu oublier dans sa famille et pour se défaire de ce passé et envoyer ses parents, donc ses grands-parents, c'est-à-dire dans un monde meilleur, elle décide de faire flamber la maison avec tous ses habitants, elle comprise, et met son plan à exécution après le barbecue du 4 juillet 1979 et elle raconte sa propre mort qui survient devant le regard souriant de ses grands-parents qui se jettent à leur tour dans le brasier. Toutefois, elle va se réveiller quelques heures plus tard dans la cabane, dans l'arbre derrière la maison, et elle tente de faire comprendre aux pompiers, aux ambulanciers, aux médecins et aux infirmières qui la prennent en charge qu'elle est responsable de l'incendie et qu'elle souhaite mourir, mais personne ne la croit. On lui diagnostique à l'hôpital un syndrome de choc post-traumatique et ce qui explique, selon les autorités, aussi le syndrome de culpabilité des survivants dont elle souffre et qui serait à l'origine de sa conviction qu'elle est responsable de la mort de l'entièreté de sa famille. Alors, que penser de l'autorité de cette narratrice? Est-ce qu'on doit considérer le récit qu'elle fait des événements comme non fiables? Les allégations des psychiatres ne concernent pas le rôle d'Amy dans l'incendie de sa maison.
c'est-à-dire il ne concerne que le rôle d'Amy dans l'incendie de sa maison, ce qui est somme toute un élément naturel, bien que malheureux, de la diégèse. Donc il n'y a pas de surnaturel à ce moment-là du récit. Il n'intervient que si il intervient, c'est uniquement dans l'esprit de la lectrice qui essaie de combler les trous du texte, parce qu'il y a en effet une ellipse importante entre le moment où elle met le feu et le moment où elle se réveille. Combien de temps s'est écoulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amy a-t-elle rejoint d'elle-même la cabane dans l'arbre ou est-ce qu'elle a été transportée par quelques Deus ex machina? Là-dessus, le récit ne dit rien et les véritables occurrences du surnaturel ne sont pas évaluées par la narration, qui les place sur un pied d'égalité avec le reste de la suite événementielle. Donc, il me semble qu'une lecture réaliste magique semble possible. Je dois quand même vérifier dans le récit deux éléments importants, puisque, bon, d'abord, il est traversé de motifs religieux. On pourrait penser que on se trouve, par exemple, dans un texte de merveilleux chrétiens ou de merveilleux juifs. Et parce que Amy est juive de par sa mère et sa tante, qui sont des filles de déportés. Elle est catholique par son oncle, qui est un prêtre brésilien défroqué, et aussi par sa tante nouvellement convertie, qui est très dévote. Amy est également athée par sa mère, pour qui Dieu est mort à Auschwitz. Et au fil du récit, elle va s'intéresser notamment, entre autres choses, à l'hindouisme et aux croyances des peuples amérindiens des États-Unis. Elle est toutefois pas croyante, comme elle l'affirme à plusieurs reprises. Je cite un extrait du texte. « J'envie les dévots, les fervents religieux, ceux que le ciel noie dans sa félicité. Je ne suis pas de ceux-là. Je suis une fille du 20e siècle, une fleur ferrugineuse de la Seconde Guerre mondiale, une incroyante sous un ciel dur, fait de pierre, de roc et d'os. » Elle n'exprime aucune foi et elle utilise le verbe « croire » dans un sens, mystique ou religieux, à une seule occasion, et c'est par rapport à la mystique hindoue. Et je cite l'extrait. À un moment où elle s'est rendue en Inde pour se purifier, etc. Dans l'étuve de Bénarès, lors de mon dernier évanouissement, une voix m'annonça très clairement que ma fille serait une réincarnation du dieu Shiva, et son nom indien me fut prononcé. Je le gardai secret et décidai de le cacher à jamais en appelant la petite Heaven. Pendant des jours, j'eus la fièvre, et les gens chez qui je vivais craignirent pour ma vie et pour celle de mon enfant, qui continuait sa course folle dans mes entrailles, qui continuait à me donner des coups de pied et de poing. Je ne sais qui vint à mon chevet durant ces semaines de maladie et ce que l'on me destina, mais je crois que Heaven est sacrée et que la déesse la protège. Donc, le verbe croire est utilisé dans cet extrait, la seule fois du texte. Bon, il y a le verbe croire évidemment à d'autres moments, mais dans un sens de croyance religieuse. Mais il est utilisé pour parler d'une prédestination davantage que pour une adhésion à la foi hindoue. Parce que Amy elle croit au destin et elle se croit investie aussi d'une mission. D'abord, la première mission qu'elle comprend qu'elle doit mettre à terme est celle d'incendier la maison familiale et de tuer tous les membres de sa famille, tout en mettant fin à ses propres jours. Et plus tard, outrée d'avoir survécu, elle comprend que son destin était autre et qu'elle ne devait pas périr dans l'incendie, et elle dit « J'ai compris, il y a une dizaine d'années, que si je n'étais pas morte à Bay City Auschwitz dans la nuit du 4 au 5 juillet 1979, c'était uniquement pour mettre un jour au monde Heaven. J'ai fait pousser ma fille sur la terre aride du Nouveau-Mexique. Elle a grandi, radieuse. Mon destin est accompli, il est le sien. » Donc, s'il y a la présence d'une certaine mystique dans le texte, elle n'est pas responsable de quelque événement surnaturel que ce soit. Donc, la religion ne peut pas servir à expliquer le surnaturel dans le texte. Il y a aussi le code du rêve qui est très présent dans le ciel de Bay City. Amy raconte en détail le contenu de ses visions nocturnes qui concernent tout à peu près la mort, Auschwitz, les camps de concentration, le génocide des Juifs, les membres de sa famille qui sont disparus, notamment sa sœur, mort-née, qui était la première incarnation de la nouvelle génération d'Amérique, qui visite beaucoup Amy en rêve. Et la narratrice, elle se sait hantée. Le terme revient à 4 reprises dans le texte. Malgré tout, le contenu de ces visions nocturnes ne contamine pas le réalisme du récit. Ils n'apparaissent pas surnaturels parce qu'ils appartiennent au monde du rêve. Donc, les véritables occurrences du surnaturel dans le ciel de Bay City se font dans le récit principal, au cœur de la diégèse, sans remise en question de la part de la narratrice. Donc, c'est au moment où Amy, devant la sécheuse à linge qui se déchaîne dans le sous-sol et qui menace de déclencher un incendie, elle défonce la porte du petit cagibi auquel sa tante lui refuse accès pour y trouver un extincteur. Et elle y découvre quelque chose d'autre. Une femme très, très âgée, assise à côté d'un vieillard grabataire. Ils sont là, terrés dans le noir, et ont l'air absolument terrifiés.
Donc, Amy est surprise de sa découverte, c'est le terme utilisé par le texte, mais malgré que ces personnages semblent venir d'un autre temps, elle se questionne plutôt sur les raisons de cacher ces gens dans le sous-sol. Donc, elle est davantage surprise par leur saleté que par leur apparition soudaine. Elle confronte Babette, sa tante, qui essaie de les cacher et de passer à autre chose. Et finalement, après plusieurs arguments, Babette va être résignée à dévoiler son secret et va faire les présentations. Voici Elsa Rosenweg et voici son mari, Georges Rosenberg, tes grands-parents. Elle poursuit un peu plus loin. Oui, ce sont tes grands-parents. Et j'ai été aussi surprise que toi quand je les ai vus. Je les croyais morts à Auschwitz, oui, à Auschwitz. C'est là qu'ils disparurent après avoir laissé leurs 2 filles dans cette famille catholique de la Normandie. C'est là qu'ils s'envolèrent en fumée. Oui, j'ai les lettres, les témoignages, j'ai tout caché dans le placard de ma chambre. Mes parents sont revenus il y a quelques mois. Un matin, je les ai trouvés dans le KGB. Ils ne parlent pas. Je n'ai pas pu leur faire dire un mot. Mais ce sont eux, tu connais leurs photos dans ma chambre. Ce sont eux. Exactement comme ils étaient quand ils nous ont laissés en 1942. Ce sont des morts. Après Auschwitz, ils n'ont plus besoin de rien. Je viens souvent passer du temps avec eux en silence. Donc, Babette est surprise par la réapparition de ses parents, mais elle traite leur présence comme si elle allait de soi. Elle ne conteste pas la possibilité qu'ils soient dans la cave de la maison de Bay City, au Michigan, en 1979. Elle est surprise parce qu'elle les croyait morts à Auschwitz, mais pas parce que leur présence est invraisemblable ou surnaturelle. D'ailleurs, elle enjoint Amy à ne rien dire à sa mère, Denise, puisque Denise ne veut pas que l'on parle de la guerre. Donc, la présence dans le KGB de la cave des grands-parents morts à Auschwitz doit rester un secret, mais parce que Denise veut qu'on oublie le passé, et non pas parce qu'il s'agit de quelque chose d'anormal ou d'impossible à justifier. Donc, la nature du secret est très différente. Et d'ailleurs, ce qui surprend Amy, ce sont les propos de sa tante et la peur que semblent ressentir les grands-parents, une peur incommensurable que le moindre de ses gestes vient réveiller. Donc, les réactions typiques du fantastique sont inversées. Amy, le personnage narratrice, n'hésite pas, elle n'est pas effrayée. C'est plutôt l'apparition qui est terrifiée par la présence naturelle de celle qui raconte. Donc, Amy, la narratrice, se pose plusieurs questions. Elle doute, le lendemain, d'avoir trouvé ses grands-parents dans la cave. Elle se dit qu'elle a peut-être tout inventé, mais elle se rend rapidement à l'évidence après être allée vérifier. Elsa et Georges sont dans le KGB. Donc, elle tente de les faire sortir, elle les invite à dormir dans sa chambre avec elle. Elle veut finalement leur faire profiter d'une balade en voiture sur les routes de l'Amérique et réussit à improviser, justement, une promenade dans la Mustang de son copain sur l'autoroute qui mène à Chicago. Ils vont à toute vitesse, ils écoutent des chansons de l'époque pendant à peu près 2 heures. Et c'est après cette virée en automobile qu'Amy va préméditer l'incendie qui ravagera toute la maison et va tuer toute sa famille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nuit du 4 juillet, le barbecue d'Independence Day, mais c'est aussi son anniversaire, elle asperge d'essence les murs, les tapis, les meubles et les rideaux et met le feu à la demeure familiale. Mais en fait, c'est Georges Rosenberg qui pose le geste décisif. Je cite. « Georges me fait un signe. C'est lui qui allumera le brasier. Il prend une torche alors que ses muscles sont inexistants, la lance violemment dans la pièce. Les rideaux carmin, le sofa rouge déversent leur sang sur le tapis blanc. Tout s'illumine, tout prend feu. » Donc, après l'incendie, je l'ai dit, les spécialistes vont diagnostiquer le choc post-traumatique et refusent de croire que Amy est responsable. On suppose qu'à l'image des rescapés des camps nazis, elle souffre du syndrome de culpabilité du survivant. Mais Amy va récuser cette hypothèse dans sa narration. Et comme la narration est autodiégétique, elle ne présente que son point de vue, qui entre en contradiction avec le diagnostic des spécialistes, à qui elle n'a jamais dit, d'ailleurs, que ses grands-parents habitaient le KGB dans la cave. Donc, il n'y a aucune véritable évaluation du surnaturel. C'est seulement son rôle dans l'incendie qui est évalué. Elle explique sa situation, donc sa survie, par un instinct de vie et de survie réapparu au dernier moment qui l'aurait poussé à trouver refuge dans la cabane derrière la maison. Donc, si le ciel de Bay City résiste un petit peu, à certains moments, à l'étiquette réaliste magique, des grands pans du récit correspondent à ce mode narratif. Les 3 critères énoncés par Shanadi, que j'ai présentés plus tôt, sont au final respectés. Le premier, le surnaturel n'est pas présenté comme problématique, c'est-à-dire que les grands-parents sont dans le sous-sol, c'est ainsi, c'est tout. Le deuxième, le conflit de sens entre le naturel et le surnaturel est résolu par la narration, fonctionne tout aussi, puisqu'Amy présente ces événements de la même manière que les autres qui constituent son histoire. Et finalement, il n'y a pas de jugement par rapport à la véracité des événements dans le texte, puisque la réticence de l'autrice implicite ne la fait pas intervenir pour hiérarchiser les codes présents dans le discours tenu par la narratrice, donc le code surnaturel et le code naturel.
Et d'ailleurs, le roman se termine par la réapparition des grands-parents dans la maison du Nouveau-Mexique qu'Amy partage avec sa fille Heaven plusieurs années plus tard. Et donc, Heaven dort enlacée avec George et Elsa, et sur le sol, remarque Amy, sont étendus pêle-mêle ma tante Babette, ma sœur Angie, tout bébé, j'ai passé une ligne, excusez-moi, mon oncle Gustavo, ma mère Denise, mon cousin Victor, mon petit frère Angelo, ma sœur Angie, tout bébé, et les 3 chiennes de mon enfance, José, Cindy et Bonica, que mes chiennes lèchent doucement. Donc, moi, j'aurais envie de dire, ce qui est surnaturel là-dedans, c'est qu'il y a une chienne qui s'appelle José, puis une autre qui s'appelle Cindy, mais ce n'est pas évalué par la narration. Donc, plutôt que de mettre l'accent sur l'aspect surnaturel de cette réapparition-là, de tous les membres de la famille qui sont morts, Amy, elle veut hurler de douleur parce que sa fille chérie habite maintenant, elle aussi, l'histoire, ce qu'elle avait tenté de lui éviter en lui parlant le moins possible de ses origines. Donc, elle finit par s'étendre avec le reste de sa famille et s'endormir par terre, bercée par la chaleur des siens, et le roman se termine. Donc, je vais conclure sur ces 2 lectures dissensuelles, en fait. Parce que si la fiabilité de la narratrice, a priori, peut être remise en question en raison du diagnostic des médecins qui la prennent en charge après l'incendie, on voit, après un examen plus attentif du récit, que le surnaturel n'est pas concerné par cette folie et que la lecture réaliste magique du roman est toujours possible. Elle peut être impossible aussi si on adhère à l'hypothèse de la folie. On se dit tout ça appartient à son imagination visiblement malade qui la pousse à tenir un discours qui ne représente pas la réalité. Donc ça, c'est la lecture orientée par les théories sur la narration non fiable, surtout, disons, une lecture réaliste et psychologique du roman. Et donc, de cette manière, Amy n'aurait pas trouvé ses grands-parents dans le sous-sol, elle aurait imaginé tout cela. La lecture réaliste magique, de son côté, considère plutôt que les grands-parents ont bel et bien réapparu au sous-sol et qu'ils ont réellement fait une balade en décapotable avec Amy et son copain. Donc, l'exemple du ciel de Bay City montre assez bien, je pense, de quelle manière le réalisme magique peut être, tout comme les théories sur les narrations non fiables, un processus cognitif, une hypothèse ou une posture de lecture qui permet d'appréhender un texte et de faire sens d'une situation narrative aporistique ou problématique. Ça dépend du texte, évidemment. Donc, la lectrice du ciel de Bay City doit choisir entre les 2 hypothèses. Elle doit choisir entre la narration non fiable et le réalisme magique, et les 2 s'opposent une l'autre. Elles sont mutuellement exclusives. Mais elles permettent néanmoins chacune, de leur côté, d'appréhender le récit d'une manière particulière et d'en tirer des conclusions et un sens qui peuvent diverger sur certains aspects. Bon, je propose pas d'explorer ces différents sens-là. J'aurais peut-être dû le faire, mais bon, contrainte de temps, je m'en tiendrai à ça et on pourra peut-être en discuter si vous voulez. Ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis fournit un exemple intéressant, je pense, du mouvement lectoral complexe qui incite à choisir entre différentes hypothèses interprétatives pour comprendre une intrigue aporistique. Et donc, la posture de lecture réaliste magique, si je veux résumer un peu, disons, fait en sorte que la lectrice accepte ce qui est raconté sans remettre en question la présence non problématisée du surnaturel qui apparaît finalement comme factuel. Et donc, les occurrences surnaturelles dans le récit ne sont pas considérées comme autant d'indices de la non-fiabilité de la narratrice. Il manque le début de la phrase. Au lieu de résoudre les incohérences du récit par l'hypothèse de la non-fiabilité, la lectrice accorde plutôt à l'instance narratrice une autorité maximale, en considérant son discours comme vrai. Et donc, la différence majeure entre les 2 postures de lecture réside dans le mouvement opéré par la lectrice sur le texte. L'acte de lecture varie selon les besoins, les moments et les buts qui sont fixés, a écrit Bertrand Gervais dans son livre sur les théories de la lecture. Il n'est donc pas étrange qu'un texte puisse supporter différentes hypothèses, même si elles sont contradictoires, et je pense que c'est la preuve de la richesse d'une œuvre, de pouvoir supporter ces différentes hypothèses contradictoires. L'interprétation réaliste magique d'un roman comme Le ciel de Bay City agit à la manière d'une lecture réparatrice, donc ce que j'ai annoncé dans le titre de ma communication, qui incite à revoir à rebours le texte en entier afin de le faire correspondre à un mode narratif différent. Et c'est là où l'exemple d'un an de Jean Echenoz, dont on a parlé hier, est extrêmement intéressant. C'est l'aporie de la fin, l'invraisemblance finale, qui nous invite à relire le texte et à y voir de nouveaux indices. J'entrerai pas là-dedans, mais par exemple, il y a des passages où il y a des personnages qui semblent contrôler les choses par influx magnétique. Et donc, on peut imaginer que ce n'était pas une exagération de la narration ou un effet de style, mais plutôt un élément surnaturel qui vient corroborer la lecture réaliste magique. Dans le ciel de Bay City, il y a certains éléments comme ça, donc les fantômes, les réapparitions, etc.
Et une telle lecture fait du roman, il me semble, un acte de résistance à plusieurs choses. Bon, comme c'est un roman qui parle de la post-mémoire d'Auschwitz, de la Shoah, on peut imaginer qu'il y a de la résistance à beaucoup d'autres mouvements que celui que je proposais aujourd'hui, mais restons dans les choses de l'esprit, disons, un peu déconnectés du monde réel. Je pense que ça peut permettre de résister à une certaine hégémonie de la mimésis ou de la représentation dans la littérature, du réalisme, disons ça comme ça, et ça ouvre de nombreuses possibilités quant à la manière d'envisager l'acte de création aussi. Donc, du point de vue du créateur, une telle hypothèse lectorale peut être extrêmement jouissive aussi. Et cette résistance permet également d'affirmer, une fois de plus, la toute-puissance de la littérature qui, finalement, n'a que faire de nos manières trop pragmatiques d'envisager la vérité. Merci.